Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la continuité de la formation sur la supervision pédagogique. Nous sommes arrivés au module 3 qui traite les modèles de supervision pédagogique. Donc je vous dis bienvenue et bonne participation. Maintenant, en termes de présentation du module, on dit que la supervision pédagogique ne se pratique pas selon une méthode unique. C'est-à-dire, il y a plusieurs méthodes qu'on utilise dans la supervision pédagogique. Donc, au fil de l'évolution des conceptions de l'enseignement, du développement professionnel et du leadership scolaire, plusieurs modèles de supervision pédagogique ont été proposés. Alors, ces modèles se distinguent principalement par, les modèles de supervision pédagogique se distinguent par la place accordée au superviseur, le degré d'autonomie laissé à l'enseignant, la nature de la relation professionnelle, les méthodes d'observation et d'analyse, les objectifs poursuivis, les modalités de rétroaction, la prise en compte des besoins individuels et du contexte. Alors, les approches contemporaines tendent à privilégier davantage l'accompagnement, la collaboration, la flexibilité, la différenciation et le développement professionnel continu. Des travaux récents soulignent notamment l'importance d'une supervision fondée sur le dialogue, la rétroaction constructive, pas n'importe quelle rétroaction, mais c'est rétroaction constructive et la pratique réflexive. Maintenant, quel est l'objectif général de ce module? Donc, à la fin de ce module, l'apprenant sera capable de connaître, analyser, comparer et utiliser les principaux modèles de supervision pédagogique en fonction des besoins des enseignants et du contexte scolaire. Donc ça, c'est l'objectif général. Donc ce module poursuit plusieurs objectifs spécifiques. Donc alors, à la fin du module, les participants seront capables de définir la notion du modèle de supervision pédagogique, identifier les principaux modèles de supervision, expliquer les caractéristiques de chaque modèle, ok? Caractéristiques de chaque modèle, comparer les rôles du superviseur et de l'enseignant selon les modèles, analyser les avantages et les limites de chaque modèle, choisir un modèle approprié à une situation professionnelle, comprendre l'intérêt d'une supervision différenciée, intégrer la pratique réflexive dans la supervision pédagogique. Et le dernier objectif, c'est proposer une démarche de supervision adaptée au contexte scolaire haïtien. En termes de compétences visées, le participant devra être capable d'observer les pratiques enseignantes, analyser les besoins professionnels des enseignants, choisir une stratégie appropriée de supervision, conduire un entretien pédagogique, formuler une rétroaction constructive, accompagner le développement professionnel, favoriser l'autonomie et la flexibilité des enseignants. Voilà, en guise d'introduction, et nous essayons de répondre à la question: qu'est-ce que modèle de supervision pédagogique? Alors, quand on parle de modèle de supervision pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire? Un modèle de supervision pédagogique peut être défini comme un ensemble organisé de principes, de méthodes et de procédures qui orientent l'action du superviseur dans l'accomplissement des enseignants. Donc, le modèle répond notamment aux questions suivantes. OK? Le modèle répond notamment aux questions suivantes. Quelles sont ces questions? Qui prend les décisions? Comment observe-t-on l'enseignement? Comment observe-t-on l'enseignement? Quelle relation existe entre superviseur et enseignant? Quel est le rôle de la rétroaction? Quel degré d'autonomie possède l'enseignant? Comment améliore-t-on les pratiques professionnelles? Ce sont ces questions que
Et on dit que le modèle répond notamment à ces différentes questions. Alors, les travaux consacrés à la supervision montrent qu'il existe plusieurs classifications. Certaines présentations distinguent notamment les modèles classiques, les modèles cliniques, d'autosupervision, modèles différenciés, modèles par recherche-action et les modèles systémiques auxquels peuvent s'ajouter des approches plus récentes centrées sur la flexibilité et l'accompagnement. Donc, nous allons voir au détail chacun de ces modèles de supervision. Commençons avec le modèle classique ou directif. Le modèle de supervision pédagogique, appelé modèle classique ou directif. Par définition, le modèle classique repose sur une conception relativement hiérarchique de la supervision. Et quand on dit une conception relativement hiérarchique de la supervision, c'est-à-dire le superviseur est considéré comme un expert, un évaluateur, un conseiller, un conseiller, il n'y a pas conseiller, il est un détenteur des normes professionnelles, un détenteur de normes professionnelles. L'enseignant reçoit des observations, des recommandations et des directives visant à améliorer sa pratique. Écoutez bien, nous parlons concernant le modèle classique ou le modèle directif. Alors ici, on dit que l'enseignant reçoit des observations, des recommandations et des directives visant à améliorer sa pratique. Donc dans ce modèle, le superviseur occupe généralement une position importante dans la prise de décision. Donc le superviseur est un chef, est une autorité. Donc il occupe une position importante, surtout dans la prise de décision. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du modèle classique? Les caractéristiques du modèle classique. Donc ce modèle se caractérise par une relation verticale. Et quand on parle de relation verticale, c'est-à-dire le superviseur possède une autorité professionnelle importante. Qu'est-ce qui arrive? Superviseur, on essaie de proposer une chaîne, superviseur, observation, jugement, recommandation, suivi. Ce sont les démarches, selon le modèle classique. Maintenant, quelle est l'importance des normes? L'importance des normes. Nous voyons les caractéristiques, c'est d'abord une relation verticale et puis l'importance des normes. L'enseignant est observé à partir de critères préétablis, par exemple, préparation de la leçon, maîtrise du contenu, gestion de la classe, méthode pédagogique, participation des élèves, évaluation des apprentissages. Donc voilà, c'est-à-dire on essaie de définir des critères, on essaie de définir des normes. C'est-à-dire c'est fondamental d'avoir des critères et des normes pour pouvoir réaliser la supervision. Troisième caractéristique, et une rétroaction principalement descendante. Rétroaction descendante, c'est la troisième caractéristique. Le superviseur communique ses contacts ou bien ses constats. Le superviseur communique ses constats et formule des recommandations. Et c'est pourquoi on parle de rétroaction descendante. Donc le superviseur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de communiquer ses constats et puis il essaie de formuler des recommandations. Quatrième caractéristique, c'est un objectif d'amélioration et de conformité. Objectif d'amélioration et de conformité. Et quand on parle d'objectif d'amélioration et de conformité, ça veut dire quoi? Et la supervision cherche à vérifier, la supervision cherche à vérifier si les pratiques correspondent aux exigences professionnelles et institutionnel. Un objectif d'amélioration et de conformité. Donc ça veut dire qu'il faut que supervision qu'a fait là, chercher de vérifier si ça qu'a fait dans la salle de classe là, c'est ça institution demandée qui vous fait. Ici nous venons de voir les caractéristiques du modèle classique. Si nous voulons donc récapituler, première caractéristique du modèle classique.
C'est d'abord, c'est une relation verticale, l'importance des normes. Ok. Troisième caractéristique, c'est une rétroaction principalement descendante. Et puis, dernière caractéristique, un objectif d'amélioration et de conformité. Maintenant, quel est le rôle du superviseur dans le modèle classique? Donc, dans ce modèle, dans le modèle classique, le superviseur planifie la visite. Il observe l'enseignant. Il recueille des données. Il identifie les difficultés. Il formule des recommandations. Il vérifie leur mise en application. Donc, c'est le rôle du superviseur. Maintenant, quels sont les avantages de ce modèle? Ce modèle présente plusieurs avantages. Eh bien, il permet une intervention rapide. Ce modèle offre des orientations claires. Il l'utilise pour les enseignants débutants, ou bien il est utile pour les enseignants débutants. Il favorise le respect de certaines normes professionnelles. Donc, peut être pertinent lorsqu'une situation exige une correction immédiate. Maintenant, quelles sont les limites de ces modèles? Modèle classique risque de créer une dépendance envers les superviseurs, peut diminuer l'autonomie professionnelle, peut provoquer la peur ou la résistance, risque de transformer la supervision en contrôle. Donc là, c'est inconvénient. Et là, enseignant capable de venir passif tout. Donc là, la prédépendance, avait dit superviser à l'école de toute bagaille, et c'est ça le lycée qui a passé. Donc, c'est-à-dire, le caporalisme, il est présent en leadership autoritaire, donc il semblait à ça. Et puis, il a diminué l'autorité professionnelle enseignant, et bien, il a provoqué peur, et puis il a fait enseignant résistant. Résistant, il n'est pas venu collaborer, et bien, il a transformé supervision en contrôle. Donc, modèle classique là, c'est ça, il y a comme limite ou bien inconvénient. Et en matière de réflexion, un enseignant progresse-t-il davantage lorsqu'on lui dit ce qu'il doit faire ou lorsqu'on l'aide à comprendre ce qu'il pourrait améliorer lui-même? Donc, cette question conduit à l'émergence de modèles davantage centrés sur la collaboration. Voilà, nous partons pour le deuxième modèle qui s'appelle le modèle clinique. Alors, le modèle clinique en termes d'origine, le modèle de supervision clinique constitue l'un des modèles les plus connus dans le domaine éducatif. Le modèle clinique, c'est le modèle le plus connu. Et presque dans tous les systèmes éducatifs. Mais qu'est-ce qui arrive historiquement associé aux travaux de Maurice Kogan et Robert et Goldamer? Il met l'accent sur l'observation systématique et l'analyse de l'acte pédagogique. Okay? Donc, les travaux contemporains continuent d'aborder ou bien d'accorder une place importante à la supervision clinique comme soutien à la pratique réflexive et au développement professionnel. Alors, en termes de définition, on va parler de supervision clinique qui s'allie. Donc, la supervision clinique est une démarche structurée qui permet d'observer une pratique professionnelle, de l'analyser avec l'enseignant et d'identifier des pistes d'amélioration. Donc, il repose généralement sur une relation professionnelle de confiance. Donc, supervision clinique là, sont des démarches qui sont structurées qui permettent d'observer l'enseignant dans la salle de classe là, ou analyser avec l'enseignant ça qu'il a fait, et puis ou identifier qui ça nous capable de faire ensemble, qui ça nous capable de faire ensemble pour que nous capables de porter une certaine amélioration dans la façon enseignant est fait. Donc, il repose généralement sur une relation professionnelle de confiance. Et ça, c'est une relation qui est fondamentale. Maintenant, quelles sont les principales étapes de la supervision clinique? Première étape là, c'est la rencontre de pré-observation. Et quand on dit la rencontre de pré-observation, le superviseur et l'enseignant se rencontrent avant l'observation. Ils discutent de la leçon à observer. Attendez bien, s'il vous plaît. Et ce modèle, ça, c'est lui qui est plus présent et plus pratiqué dans le système éducatif. Il faut nous battre pour nous connaître l'étape ça. Les principales étapes, première étape, c'est la rencontre de pré-observation. Mais qu'est-ce qui arrive? Le superviseur et l'enseignant se rencontrent avant l'observation. Ils discutent de la leçon à observer, des objectifs d'apprentissage, les stratégies utilisées, les difficultés anticipées
et puis les aspects particuliers à observer. Donc là, c'est ça qu'il doit réaliser. Et qui question, lui-même demandé pour poser. Quel est l'objectif de votre leçon? Sur quel aspect de votre enseignement souhaitez-vous recevoir une rétroaction? Ouais. Quel comportement des élèves souhaitez-vous observer? Et quelles difficultés anticipez-vous? Ok? Donc ça, c'est pour la première étape. Deuxième étape, c'est l'observation. Le superviseur observe la séance. Eh bien, en observant la séance, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il recueille des informations sur les activités de l'enseignant, les réactions des élèves, les interactions, les méthodes utilisées, la gestion du temps, la gestion de la classe. Maintenant, quel est le principe essentiel de ce modèle? Le superviseur doit chercher à recueillir des faits et non seulement des impressions. Oui, on a toujours des impressions, mais on doit mettre plus accent sur les faits. Par exemple, l'enseignant n'explique pas bien. Eh bien, l'enseignant, oui, par exemple, l'enseignant n'explique pas bien. Eh bien, l'enseignant a donné 3 consignes successives sans vérifier si les élèves avaient compris. Vous voyez, vous formulez? Oui, l'enseignant n'a pas expliqué bien, on n'a pas besoin de dire, ah, l'enseignant n'a pas expliqué bien. Eh bien, on va noter plutôt, l'enseignant a donné 3 consignes successives sans vérifier si les élèves avaient compris. Est-ce qu'il y a plus souplesse? Attention, je ne vais pas faire plus de rédit, je dis, malheureusement. Ok, étape 3, l'analyse. Le superviseur organise les informations recueillies. Eh bien, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à répondre à des questions telles que qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quels comportements ont favorisé l'apprentissage? Quelles difficultés ont été observées? Quel changement serait-il utile? Ouais, c'est l'étape de l'analyse. Donc, vous posez ces questions pour faire votre analyse. 4e étape, c'est la rencontre post-observation. Vous faites une observation, vous posez des questions ça au premier réponse. Et bien, on y a dans la 4e étape là qui s'appelle on va faire une rencontre après observation. Et bien, le superviseur et l'enseignant analysent ensemble la séance. Superviseur avec supervisé, ils ont analysé la séance qu'ils ont observé ensemble. L'entretien devrait commencer par une démarche réflexive. Comment évaluez-vous votre séance? Moi, c'est modèle plus pratiqué. Et d'après les exemples, par exemple basé sur lui. Pas parce que l'autre modèle n'est pas bon, mais ce modèle ça, il est plus répandu, il est plus répété. Correct? Et comment évaluez-vous votre séance? Puis, qu'est-ce qui vous a le plus satisfait? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Que pourriez-vous modifier lors d'une prochaine séance? Donc, la rétroaction moderne tend à placer davantage le professionnel supervisé au centre du processus afin de favoriser l'auto-évaluation et la réflexivité. Donc, c'est intéressant et c'est important. Et puis là, on nous donne un exemple. Non, avant de donner un exemple là, on nous prend 5e étape là, c'est la dernière étape pour le modèle de supervision clinique là. Donc, l'entretien doit, 5e étape, c'est le plan d'amélioration. Eh bien, l'homme qui nous fait 4e étape là, il faut que nous ayons un plan d'amélioration que nous gardons ensemble. L'entretien doit conduire à des décisions concrètes. Par exemple, difficulté observée. Regardez, moi, j'ai une faible participation. Et bien, qui objectif, c'est augmenter l'engagement des élèves. Et bien, qui action m'a posé? M'a dit utiliser le travail en petits groupes. Regardez, moi, question peut varier. Question peut varier. Ah bien, développer la réflexion, c'est ça l'objectif. Eh bien, action à poser, utiliser davantage des questions ouvertes. Temps mal géré, eh bien, respecter les étapes. Action, prévoir un minutage de la leçon. Ça veut dire pour telle étape, m'a fait tant minutes, pour telle étape, m'a fait tant minutes, telle étape, m'a fait tant minutes. Ouais, ça, l'a aidé enseignant à gérer le temps. Maintenant, quels sont les avantages du modèle clinique? C'est observation structurée, analyse approfondie, dialogue professionnel,
développement de la réflexivité, amélioration ciblée des pratiques. Mais tout modèle a limite. Tout modèle a limite. On voit limite modèle ça. OK? Tout modèle a limite. On voit limite c'est demande du temps. Ce modèle qui demande du temps nécessite une formation du superviseur. Ouais? Si le superviseur n'est pas formé, pas qu'à utiliser le modèle ça pour formation. Peut devenir trop bureaucratique. Bon, son modèle qui peut permettre que vous vraiment attaché au fermé ou police administratif. Eh bien, une mauvaise relation peut réduire son efficacité. Eh bien, si on sait un problème avant ou un problème avec l'enseignant, eh bien, modèle ça capable bon résultat. Ça c'est inconvénient modèle clinique là. Après tourner pour le troisième modèle là, c'est le modèle collaboratif. Alors, le modèle collaboratif, par définition, considère que le superviseur et l'enseignant sont des partenaires professionnels. OK? Le modèle collaboratif considère que le superviseur et les supervisés sont des partenaires professionnels. Et comment ça se passe? Les superviseurs n'imposent pas systématiquement les solutions. Dans le modèle collaboratif, les superviseurs n'imposent pas systématiquement les solutions. Et comment ça se passe? Ok, regardez. Eh bien, il aide plutôt l'enseignant à analyser sa pratique, à identifier ses difficultés, à rechercher des solutions, à expérimenter de nouvelles stratégies. OK? Et c'est ça un modèle collaboratif là. Mais quels principes fondamentaux, ou bien les principes fondamentaux du modèle collaboratif? Si on peut utiliser le modèle collaboratif là, il y a un ensemble de principes que vous devez respecter. Le premier principe là, c'est la confiance. Donc la supervision nécessite un climat sécurisant. Mais ça, quel que soit le modèle, la confiance est fondamentale. Mais dans le modèle collaboratif là, il exige confiance là même comme principe. Donc la supervision nécessite un climat sécurisant. Deuxième principe exigé, c'est le dialogue. Les décisions sont discutées. OK? Troisième principe, le respect de l'expertise de l'enseignant. Donc, l'enseignant possède une connaissance importante de sa classe et de ses élèves. Donc, ou même qui vient dans la classe comme comme superviseur plutôt, ou pas qu'à mettre dans la tête ou qu'on est élève ou passé enseignant. Donc, il faut qu'on ait une expertise de classe là et d'élèves. Quatrième et dernier principe, c'est la co-responsabilité. Co-responsabilité. Donc, l'amélioration professionnelle devient une responsabilité partagée. Donc, ça veut dire, pour enseigner à améliorer la façon qu'il a fait, ce n'est pas imposer pour imposer, mais c'est ensemble pour que nous soyons capables de discuter ça. Donc, ça, c'est le modèle collaboratif. Exemple. Par exemple, un enseignant, nous parlons concernant le modèle collaboratif. OK? Je donne un exemple. Je dis qu'un enseignant, OK? Oui. Juste un moment. Je prends l'exemple du mot pour le modèle collaboratif. Oui. Je dis un enseignant, par exemple, si nous prenons le cas d'un enseignant pour le modèle collaboratif, qu'est-ce qui arrive pour ce cas? Un enseignant affirme: mes élèves ne participent pas suffisamment. Ouais, c'est ça l'enseignant dit. Il dit que les élèves n'ont pas participé assez dans le travail que m'a fait. Et bien là, il est capable de donner une réponse directive. Réponse directive là,
Eh bien, l'enseignant dit, mes élèves ne participent pas suffisamment. OK? Eh bien, pour une réponse directive, superviseur est capable de dire, vous devez utiliser davantage le travail de groupe. Ça, sont réponses directives. T'as souhaité nous comprendre? C'est réponse directive. Mais réponse collaborative, pas bien après modèle collaboratif. Réponse collaborative là, on va dire qui ça? Selon vous, quelles sont les raisons de cette faible participation? Est-ce qu'un modèle collaboratif là? Oui, on dit que tout le monde n'a pas trop participé dans ce science, mais selon vous-même, qui raison qui fait que tout le monde n'a pas trop participé? Puis, quelle stratégie avez-vous déjà essayé? Qui raison pensez qui fait ou pas trop participer? Et qui sont essayés de faire déjà pour permettre de participer? Quelle solution pourriez-vous expérimenter la prochaine séance? Dans l'autre séance, on va faire qui sont fait pour permettre de plus participer? Est-ce que vous comprenez? Donc là, ça c'est une réponse collaborative. Maintenant, quels sont les avantages de ce modèle? Eh bien, ce modèle renforce la confiance. Ce modèle favorise l'engagement. Ce modèle développe la responsabilité professionnelle. Ce modèle réduit la résistance. Mais ce modèle encourage aussi l'innovation. Mais comme limite, et ce modèle peut prendre beaucoup de temps. Certaines décisions urgentes nécessitent une intervention plus directive. Ce modèle exige de bonnes compétences relationnelles. Monde qui conflictuel, monde qui pas qu'à les pas qu'à mobiliser méthode ça. Quand on a nous le passer dans l'autre méthode, dans l'autre modèle plutôt, c'est le modèle de l'autosupervision. Alors quand on parle de modèle de l'autosupervision, par définition, comment on essaye de réfléchir sur ce modèle? Donc l'autosupervision vise à développer chez l'enseignant la capacité d'observer sa propre pratique. Ok? Son modèle qui permet à l'enseignant lui-même d'analyser sa affaire. Ok? Il observer sa affaire. Il analyser l'action liée, il identifier force liée, il reconnaître difficulté gagnées ou bien faiblesse, et puis il élaborer lui-même un plan d'amélioration. Ok? Donc l'autosupervision vise à développer chez l'enseignant la capacité d'observer sa propre pratique, d'analyser ses actions, identifier ses forces, reconnaître ses difficultés et élaborer un plan d'amélioration. Alors, dans les classifications des modèles de supervision, l'autosupervision est notamment associée au développement de l'autonomie professionnelle et à l'identification de l'écart entre la pratique réelle et la pratique souhaitée. Est-ce que vous comprenez? On dit que l'autosupervision est associée au développement de l'autonomie professionnelle. L'enseignant devient autonome et à l'identification des écarts entre la pratique réelle, ça l'a fait dans la classe là, réellement, et puis ça a été souhaité faire. Parce que l'enseignant connaît une formation, il connaît ce qu'il veut faire, et puis là, il réalise, il connaît ce qu'il faire, mais là, il compare ça le faire avec ça qu'il veut faire, et puis il est capable de découvrir qui écart qui gagne et qui ça le fait pour côté amélioration. Maintenant, pour le modèle d'autosupervision, eh bien, il y a des outils à mobiliser. Les outils d'autosupervision. Si je fais autosupervision, okay, si enseignant ou prépare enseignant pour faire autosupervision, eh bien, il y a un ensemble d'outils qui doit gagner. Et parmi les outils d'autosupervision que vous gagnez, vous gagnez le journal réflexif. Le journal réflexif, eh bien, qu'est-ce qui arrive? L'enseignant note régulièrement ce qui a bien fonctionné, les difficultés rencontrées, les réactions des élèves, les améliorations à apporter. Ouais, c'est pour ça le journal réflexif là. Et ces éléments ça vous mettez dans le journal réflexif là, les noter ça. OK? Et deuxième outil, c'est la grille d'auto-évaluation.
Dans la grille auto-évaluation, comment grille auto-évaluation est présentée? Et mon un exemple dans le module là qui est capable de faciliter la tâche, qui est capable de permettre de nous voir. Qui ça, je mettais exemple et puis critères. Critères capable de dire oui, partiellement non, c'est ça critère là. Mes objectifs étaient clairs. Eh bien, je dis oui, je dis partiellement, je dis non. Ok? Les élèves ont participé. Oui, ils ont participé, ils n'ont pas participé, non, ils n'ont pas participé du tout. J'ai vérifié la compréhension. Oui, je vérifié la compréhension. Je n'ai pas trop vérifié la compréhension. Je n'ai pas vérifié la compréhension du tout. J'ai respecté les temps prévus. Eh bien, les sont pour 45 minutes. Oui, je respecté 45 minutes là. Je n'ai pas trop respecté. Je n'ai pas respecté du tout. J'ai adapté mon enseignement. Oui, j'ai adapté l'enseignement à mon niveau classe là. Avec la géo. Je n'ai pas trop adapté. Non, je n'ai pas adapté du tout. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est un grille d'auto-évaluation. C'est des outils que vous devez utiliser lors de supervision, lors de auto-supervision. Troisième outil que vous êtes capable de gagner, les mobiliser auto-supervision, c'est l'enregistrement vidéo. Par exemple, je fais pour là, je besoin d'évaluer, et bien, mettons la caméra devant moi, et puis moi filmer, je regarder action, réaction, etc. Et puis après ça, après, je fais quoi, je tourner vidéo et puis je regarder comment ça marche. Donc, l'enseignant peut analyser sa propre prestation à travers l'enregistrement vidéo. Et quatrième outil, et c'est dernier, je crois, qui est l'enseignant de mobiliser l'effet autosupervision, et bien c'est le portfolio professionnel. Portfolio professionnel, et bien il est capable de la donne plan de leçon, évaluation, production d'élèves, réflexion personnelle, observation, objectifs professionnels. Donc, des cadres contemporains de supervision recommandent également des outils tels que le journal réflexif, l'auto-observation et le bilan de compétences. Maintenant, quels sont les avantages de ce modèle? Eh bien, ce modèle développe l'autonomie. Ce modèle encourage la responsabilité. Ce modèle favorise la pratique réflexive. Ce modèle permet un développement professionnel continu. Et bien, comme inconvénient ou comme limite, eh bien, ce modèle nécessite une grande honnêteté professionnelle. Eh bien, si on sait, on va honnête, la paye menti. La petite toute bagaille, ok. Donc, il faut que ça honnête. Et ce modèle nécessite une grande honnêteté professionnelle. Pour essayer de même cap juger tête, ça c'est belle bagaille. Il faut que faut enseignant honnête. S'il n'est pas honnête, eh bien, supervision a biaisé. Eh bien, certains enseignants peuvent avoir de la difficulté à identifier leurs propres limites. Il y a un enseignant qui n'a pas qu'à critiquer tête, qui n'a pas qu'à avoir limite. Et ça, c'est la deuxième limite. Et troisième limite, modèle ça, une supervision externe reste parfois nécessaire. Et bien, même la monde superviser tête, mais il est nécessaire pour le monde qui fait un contre-supervision pour vérifier est-ce que ça le dit dans la supervision par là, qui correspond à la réalité. D'accord? Donc voilà pour ce modèle auto-supervision. Nous allons revenir pour parler concernant le modèle différencié. Bien, nous enchaînons avec le modèle différencié. Alors, pour le modèle différencié, en termes de définition, le modèle différencié repose sur une idée fondamentale. L'idée fondamentale du modèle différencié, c'est que tous les enseignants n'ont pas les mêmes besoins. Tous les enseignants n'ont pas les mêmes besoins selon le modèle différencié. Tous les enseignants n'ont pas les mêmes besoins. Il serait donc inefficace de superviser tous les enseignants de la même manière. C'est ça le modèle différencié a dit. Donc ce modèle prend en considération l'expérience professionnelle, l'expérience professionnelle, les compétences de l'enseignant, les besoins de chaque enseignant, la motivation de chaque enseignant, le degré d'autonomie de chaque enseignant, et puis les difficultés rencontrées de chaque enseignant. Parce que tous les enseignants ne rencontrent pas les mêmes difficultés. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, qu'est-ce qui arrive? Les classifications contemporaines des modèles de supervision soulignent précisément que la supervision différenciée vise à adapter l'accompagnement aux différences personnelles et professionnelles des enseignants.
Exemple de différenciation. OK. Exemple de différenciation. Et vous ne devez donc pas superviser un enseignant débutant de la même manière qu'un habitué, un enseignant habitué, un enseignant expérimenté. OK? Pour l'enseignant débutant, besoin de directives, besoin de démonstrations, besoin d'accompagnement rapproché. Ça, c'est pour les débutants. Alors, ce qui est pour l'enseignant expérimenté, besoin d'autonomie, besoin de projets innovants, besoin de réflexion approfondie. Et pour un enseignant en difficulté, eh bien pour un enseignant en difficulté, quels sont ses besoins? Un besoin d'un diagnostic précis pour nous voir exactement qui type de difficulté qu'il y a. Besoin de diagnostic précis, besoin d'objectifs ciblés et puis besoin de suivi régulier. Parce qu'il y a une difficulté, il faut identifier qui type de difficulté qu'il y a et qui objectif nous doit fixer pour nous permettre difficulté ça de pallier. Et puis, il faut que nous suivions pour voir est-ce que difficulté ça va améliorer. Alors, principe essentiel de ce modèle, eh bien, le superviseur doit se demander de quel type d'accompagnement cet enseignant a-t-il besoin actuellement. Eh bien, il faut me dire, enseignant m'a supervisé là, qui besoin d'accompagnement, qui type d'accompagnement qu'il a besoin. Parce que tout enseignant n'a pas le même besoin, dépendamment de qui type enseignant qu'il est. Un autre modèle qui est le modèle du coaching pédagogique. Le modèle du coaching pédagogique. Le coaching pédagogique vise à accompagner l'enseignant dans l'amélioration des compétences précises. Okay? Le modèle du coaching pédagogique, ce modèle vise à accompagner l'enseignant dans l'amélioration des compétences précises. Donc, il est généralement individualisé. Okay? Et bien ça, c'est chaque monde de manière séparée. Orienté vers les objectifs. Objectifs que me fixer pour X, c'est pas obligé pour Y. Fondé sur l'observation. Et puis, il faut un temps d'observation pour le monde qui me vise. Accompagné de rétroaction. Et puis, il faut me faire feedback. Il faut me dire sans m'observer. Inscrit dans la durée. Il faut me dire combien de temps je pourrais faire ça. Donc, les approches actuelles de développement professionnel insistent sur l'importance d'un accompagnement suivi plutôt que d'une intervention ponctuelle. Maintenant, quelles sont les démarches du coaching? Eh bien, si je fais coaching pédagogique, ok, c'est le modèle ça. Eh bien, si je fais coaching pédagogique là, eh bien, qui démarche que je dois suivre? Si c'est le modèle du coaching pédagogique que j'ai adopté, mais modèle que je dois suivre. Et bien, modèle là, comment lié, ou bien démarche là, c'est d'abord identifier l'objectif là. Identifier un objectif. Par exemple, améliorer les questionnements pédagogiques. Eh bien, je vais aller dans la classe là, mais ça me va le faire. Je vais le permettre à ce que l'enseignant pose des questions qui puissent censer à Timonio. Deuxième démarche, c'est observer la pratique. Eh bien, il faut regarder comment il pose des questions. Les superviseurs recueillent des données. Regardez que ça le fait. Collecter, manière de faire, etc. Troisièmement, c'est analyser. Les résultats sont discutés. Eh bien, données que moi recueillis pendant ma fait observation, on va le chiter avec lui pour que nous analysions les résultats. Et puis, quatrième démarche, fixer une action. Fixer une action, et bien préparer 5 questions ouvertes pour la prochaine leçon. Ouais, ça c'est fixer une action. Eh bien, il y a une action qui a dit, bon, préparer 5 questions ouvertes pour la prochaine leçon. Eh bien, l'autre leçon que nous allons faire sur le pouvoir, nous demandons pour préparer 5 questions ouvertes, questions qui baillent si nous avons une possibilité pour être capable de parler. Et puis, cinquième démarche là, c'est mettre en pratique. Eh bien, l'enseignant expérimente. Et puis, sixième démarche là, c'est réévaluation. Eh bien, réévaluation, les superviseurs observent les progrès. Là, on a parlé sous supervision et que notre modèle de supervision qui nous a parlé d'hier. Donc, c'est si on choisit modèle ça, eh bien, c'est ça, modèle coaching pédagogique là, eh bien, il faut suivre des marches ça. Moi, je souhaité nous pensons pour nous lire et pour nous mettre en application. L'autre modèle qu'on a parlé de lui, c'est le modèle réflexif. Le modèle réflexif place la réflexion
sur la pratique au centre de la supervision. Ok? Au centre de la supervision. L'objectif n'est pas seulement de répondre à la question « Qu'avez-vous fait ?», mais aussi « Pourquoi l'avez-vous fait ? Quel effet cette action a-t-elle produit ? Et qu'auriez-vous pu faire autrement ?» Ouais. Oui, on a dit qui sont fait. Ok, on a toujours dit qui sont fait, mais on pas seulement dit qui sont fait. Mais on a dit pour qui ça a fait ça. Et sont fait qui résultat et qui sont à fait plus bien. Dans son fait qui est ce qui manqué bien fait et que ouais qui demande amélioration. Donc ces questions ça va répondre à modèle ça. Donc là on a parlé de modèle réflexif. Et nous sommes dit alliés et nous dit à quelle question que vous essayez de répondre là utiliser modèle ça. Donc la pratique réflexive. Donc la pratique réflexive consiste à prendre du recul par rapport à son action professionnelle afin de mieux comprendre ses décisions, ses croyances, ses habitudes, ses réussites, ses difficultés. Donc les travaux récents sur la supervision réflexive soulignent son rôle dans le soutien aux professionnels et dans le développement d'une pratique fondée sur les relations, l'analyse et l'amélioration continue. Maintenant, si je pratique le modèle ça, quels outils que je dois gagner? Eh bien, les outils que vous dois gagner lors pratique le modèle ça, c'est entretien réflexif, journal de bord, analyse des situations, vidéo formation, étude des cas, groupe d'analyse, de pratique, et puis vous capable de un portfolio professionnel. On a quelques exemples de questions réflexives. Et bien, si que ce modèle ça que moi adopté, mais quelques questions qui sont capables d'orienter. Après une leçon, le superviseur peut demander quel était votre objectif principal? Qui ça exactement développé activement? Qu'avez-vous observé chez les élèves? Et bien, qui sortait ou comment vous les élèves? Quel moment vous semble le plus réussi? Eh bien, qui l'a ça te marché plus bien dans la classe là? Quel moment vous semble moins efficace? Qui sont qui te manque marché? Qui l'a ça pas marché bien? Pourquoi pensez-vous que cette difficulté est apparue? Eh bien, sans penser qui fait ça va te marcher bien. Que feriez-vous différemment? Eh bien, non, l'autre fois, on va le faire leçon. Qui sont pour le faire autrement? Qui bagaille que vous devez améliorer? Donc voilà, ces questions, ça va répondre. Et ça, ce sont des questions réflexives. Donc, si on peut utiliser le modèle que nous sommes parlé de là, on est capable de partir des questions ça et puis ça permet que vous faire une bonne intervention là, nous sommes modèle réflexif. Et bien après le modèle réflexif, nous parlons d'un autre modèle, c'est le modèle de supervision par la recherche-action. Modèle de supervision par la recherche-action. Je vais retourner pour vous présenter le modèle ça. Ok, le modèle de supervision par la recherche-action, en guise de définition, dans ce modèle, l'enseignant devient un praticien-chercheur. Ok, l'enseignant devient un praticien-chercheur. Il identifie un problème dans sa pratique et cherche à l'améliorer de manière systématique. Ok, ça veut dire, l'enseignant remarque un problème. Et puis lui-même, il a effectué une recherche pour y améliorer le problème. Ok? Donc là, je parlais du modèle de supervision par la recherche-action. Donc je dis dans ce modèle, l'enseignant devient un praticien-chercheur. Donc il identifie un problème dans sa pratique et il cherche à l'améliorer de manière systématique. Maintenant, quelles sont les étapes du modèle rétroaction? Supervision rétroaction. Eh bien, c'est d'abord identifier un problème. Eh bien, les élèves de 5e année lisent difficilement les textes longs. Juste un problème, ok? Eh bien là, enseignant, ouais, problème ça, il identifie le problème. Deuxième bagage qu'il fait, il formule une question. Comment améliorer la compréhension du texte chez les élèves? Il pose une question, il formule une hypothèse. Et après, il finit de poser des questions. Après deuxième étape, ça,
la pour passer dans la troisième étape. La élaborer une stratégie. Eh bien, qui stratégie? La dit qui ça me va le faire pour m'améliorer et compréhension et texte la caille élève moi. Eh bien, stratégie qui est élaborée, il dit m'a fait lecture guidée, m'a travailler en petit groupe, m'a posé question de compréhension. Est-ce que il problématiser, il identifie situation, il problématiser et puis il chercher réponse à problème. Quatrième étape, mettre en œuvre. Eh bien, qui ça fait enseignant à l'expérimenter stratégie qui était prévue. Eh bien, là, regarder est-ce que ça a marché. Eh bien, cinquième étape là, il observe les résultats. Eh bien, il recueille des données. Ouais, il collecte des données pour voir est-ce que ça a marché. Et puis, sixième étape là, l'analyse des données. Eh bien, les résultats sont discutés avec les superviseurs. Et puis, septième étape là, il ajuster qui ça, une nouvelle action est mise en place. Eh bien, il a appliqué une nouvelle méthode qu'il découvert. Et bien là, il a amélioré pratique enseignement apprentissage. Il a pas lui-même même à travers une recherche. Et c'est ça qu'on appelle supervision par recherche action. Donc, enseignant capable d'accompagner et superviseur capable d'accompagner dans ça et puis guider pour qu'il soit capable d'aboutir à de bons résultats. Maintenant, quel est l'intérêt de ce modèle? Eh bien, ce modèle développe l'innovation. Ce modèle rapproche théorie et pratique. Ce modèle encourage l'expérimentation. Ce modèle transforme l'enseignant en acteur de son développement. Et c'est bagaille qui fait l'enseignant apprendre en pile les que pousser à faire recherche et que moi je peux faire ça avec l'enseignant côté que moi une situation et puis me dit que m'a prendre un livre et puis me voyer livre là-bas et puis me dit me tape sur le lit tel chapitre et puis n'a pas discuter sur lui. Et bien là, il y a avec recherche action. OK? Il y a avec recherche action. Donc, on est capable sur toute procédure, mais là encore, il y a un rapport avec recherche action. Et là, mon guide enseignant pour lui-même, il corriger l'erreur que lui-même, il est capable de faire dans la salle de cours. Et l'autre modèle qu'on a parlé de lui, c'est le modèle systémique. Le modèle systémique, c'est quoi? Donc, le modèle systémique considère que la pratique d'un enseignant ne peut être analysée isolément. L'enseignant évolue dans un système comprenant. Il dit qu'on ne peut pas analyser situation bien pratique enseignant sont pas tenir compte de entourage parce que l'enseignant a évolué dans un système non capable d'impacter sur pratique li. Et ça c'est fondamental. Parce que je me songe moi nommé dans l'école nationale malheureusement et puis l'école ça pas gagné l'entrée. L'école la rentrée c'est les professeurs à venir. Pas jamais de cérémonie de drapeau, pas jamais de cloche qui sonne. Et bien tel maître venir en train de couper les pieds, tel autre venir en train de couper les pieds. Ça t'a impacté sur l'apprentissage Timonio. Moi-même, j'ai pensé dans la classe 6e année, j'étais toujours à l'heure, mais ça t'a dérangé. Bon, il y a des choses dire. Bon, je vais toujours dire, l'école, ça a tout, il n'est pas comme travail les vendredis. Il travaille lundi au jeudi. Eh bien, ça a impacté sur la performance Timonio. Moi-même, comme instituteur, nous-mêmes, moi, je dis directeur, pour qui ça ne pas travailler vendredi? Pendant son zone difficile liée, il y a la boue, et bien, il y a l'eau, loin, et bien nous-mêmes, nous pas professeurs, je vendredi. Je dis, étant donné que une classe 6e année qui a pas un examen, est-ce que vous autorisez de travailler avec eux pour venir? Et puis, il n'y a pas de problème pour venir. Mais sauf que Timonio va venir en couleur. Bon, pas de problème. Mais ça, je juste prends un exemple pour montrer que il y a un résultat, et pas tout résultat à l'école dépend d'enseignants. Il y a des résultats, élèves là-bas, ils dépendent des structures. Parce que l'enseignant est performant, mais si la direction part à la hauteur des tâches, l'école n'a pas dirigé des résultats ou pas qu'à faire. Par exemple, moi, songez, dans même l'école, ça, moi, j'ai un principe qui dit que tout élève, dans le règlement interne de la classe, et puis, moi, dit, tout élève doit être à l'heure. OK? Tout élève doit être à l'heure, pas qu'il doit en retard, ou pas qu'il doit perdre 10 jours d'école. Et puis, un jour, mon élève qui pas venu d'école et puis moi voyez dans direction et puis directeur apparaît et dit moi ça mais si laisse pas dire que vous voyez tout monde bon là pas venu d'école est-ce que l'état pas payé est-ce que pas job vous venez faire si tout monde n'a pas venu cause ça tout monde non pas voyez tout monde bon depuis vous voyez tout monde bon pour pas venir d'école yo paye yo venir pas gado pas venir pas gado mais est-ce que l'école a fait comme ça
Eh bien, l'organe directeur qui paye de gérer régularité de Timonio. Eh bien, absence de régularité, eh bien, ça a impacté sur l'enseignement et l'apprentissage là. Donc, le modèle systémique là est fondamental et nous devons mesurer pour que nous pas dire exactement le résultat qui correspond à la professeur. Pas toujours. Mais il faut regarder si le système n'a pas impacté sur ça. Est-ce que vous comprenez? Ok, je vais répondre ça. Le modèle systémique considère que la pratique d'un enseignant ne peut être analysée isolément. L'enseignant évolue dans un système comprenant les élèves. Bon, il y a une question de type d'élève. Type d'élève. Je vais aller dans la 6e année dans la même école. Je pense que 6e année, élève 6e année, pas contre non. Je ne vais pas écrire pour pas ça non. Ça veut écrire non. Et bien, type d'élève, comment on est admis? Bon, son élève qui fait 4 jours classe dans la semaine, et 4 jours, il y a un professeur qui vient à 10h30, et quand il vient, il fait au la caillou. Est-ce qu'il y a une question au programme? Eh bien, l'élève admis, il prépare un carnet, il fait des bagages, tout le monde passe, mais il passe sans compétence. Eh bien, ça, la peut partir. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, on va reprendre ça, on a dit qu'il s'agit dans le système, non? Et le système que l'enseignant peut évoluer là-dedans. L'enseignant évolue dans un système comprenant les élèves, les collègues, la direction, les parents, la communauté, les programmes, les ressources disponibles, les politiques éducatives, etc. Exemple, par exemple, un enseignant rencontre des difficultés dans la gestion des classes. Une supervision non systémique pourrait conclure. Pour nous comprendre carrément, je vais présenter. Un enseignant rencontre des difficultés dans la gestion des classes. Une supervision non systémique pourrait conclure. L'enseignant manque de compétences en gestion des classes. Voilà, ça c'est une supervision non systémique. Alors, une analyse systémique pose davantage de questions. Donc, laissez supervision et systémique là qu'a fait, il y a un ensemble de questions qu'a posé. Alors, une analyse systémique pose davantage de questions. Je vais répondre le même cas, un enseignant rencontre des difficultés dans la gestion des classes. Une supervision non systémique pourrait conclure, l'enseignant manque de compétences en gestion des classes. Alors que une analyse systémique pose davantage de questions. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe? Eh bien, si la classe n'a pas géré, on regarde si c'est pas une classe pléthorique. Est-ce qu'un professeur peut gérer 95 élèves dans la classe? L'espace est-il suffisant? Eh bien, si l'enseignant n'a pas cassé qu'il est dans la salle de classe, il a perdu du contrôle là. Si mon est chaud, il a entassé, il a fait l'autre, fait gagote, a frappé l'autre. Ça a posé problème. Le mobilier est-il adapté? Si mon chita mais pas qu'à dresser le dos, puis il pas qu'à longer. Est-ce que ça n'a pas créer de panique dans la salle de classe là? Les élèves disposent-ils du matériel nécessaire? Eh bien, si l'élève n'a pas de cahier pour l'écrire, pas de bic, eh bien, l'homme a devoir, mon qui pas pu écrire à faire les autres quand même. Existe-t-il un règlement scolaire clair? Eh bien, est-ce qu'il y a un règlement interne? Est-ce que l'école a un règlement interne? Est-ce que la classe a un, comment on dit ça encore, routine de classe, règlement intérieur, règles de vie? Est-ce qu'il y a une discipline positive? Est-ce que la classe a gagné? Est-ce que vous comprenez? L'enseignant bénéficie-t-il du soutien de la direction? Est-ce que la direction de l'école a aidé le professeur dans le travail qu'il a fait? Donc là, c'est un ensemble de questions réflexives qui est capable de poser. Et voilà, ça va aider à collecter des données et puis pour prendre des décisions réfléchies. Donc ainsi, le problème n'est pas automatiquement attribué à l'enseignant seul ou ensemble de paramètres que nous donnons pour que nous donnions le jugement. Donc là, c'est le modèle qui est réflexif là. Ok? Voilà. On continue. Nous avons le modèle éclectique. Modèle éclectique ou intégré. Le modèle éclectique ou intégré. Alors, le modèle éclectique consiste à combiner plusieurs approches selon la situation, selon les besoins, selon les niveaux d'expérience, selon les objectifs, selon les contextes institutionnels. Donc, une analyse récente portant notamment sur les pratiques de supervision en Haïti propose l'idée d'une supervision éclectique, combinant différents modèles afin de mieux répondre aux détails du terrain. Par exemple, on peut citer plusieurs situations. Situation A, nouvel enseignant.
Eh bien, qui approche de privilégier pour un nouvel enseignant? C'est approche directive et coaching. En deuxième situation, enseignant expérimenté, eh bien, qui approche pour privilégier? C'est approche collaborative et approche réflexive. Approche collaborative plus réflexive. Situation 3. Et problème professionnel sérieux. Eh bien, qui approche pour privilégier? Son approche clinique plus suivi renforcé. Situation 4. Équipe pédagogique. Qui approche pour privilégier? Eh bien, c'est approche systémique plus collaborative. Donc là, je vais proposer un petit tableau comparatif des principaux modèles. Tableau comparatif, ça, permet nous d'avoir l'idée sur tout modèle. Alors, qui ça m'a présenté là-dedans? M'a présenté le modèle là. Je vais qui rôle supervisé à jouer, qui rôle enseignant à jouer et qui objectif principal modèle là. Modèle classique, rôle supervisé c'est expert. Et bien, rôle enseignant c'est exécutant relativement guidé. Et qui objectif principal c'est respect des normes. Ça c'est modèle classique là. Pour modèle clinique là, rôle supervisé c'est observateur et accompagnateur. Et bien, qui rôle enseignant c'est analyste de sa pratique. Et puis, objectif principal, c'est amélioration ciblée. Pour gagner un modèle collaboratif, et bien, qui ça, rôle superviseur? Et bien, superviseur a un rôle de partenaire. Et bien, qui rôle l'enseignant? Enseignant son partenaire actif. Et bien, qui objectif principal? C'est résolution conjointe. Ensemble, vous voyez comment il y a une solution à la situation identifiée. En modèle autosupervision, qui rôle superviseur? C'est facilitateur. Eh bien, qui rôle enseignant, c'est acteur autonome, qui objectif principal modèle ça, c'est développement réflexif. Nous gagnons un modèle différencié, rôle superviseur, c'est adaptateur, et bien rôle enseignant, c'est selon besoin, rôle là selon besoin, et objectif là, son accompagnement personnalisé. Nous gagnons un modèle coaching. Modèle coaching là, qui rôle enseignant, le rôle superviseur, le modèle coaching là, eh bien, enseignant, les superviseurs, il y a un rôle accompagnateur. Et rôle enseignant, c'est apprenant actif. Et puis, l'objectif principal modèle coaching, c'est le développement des compétences. Donc, un modèle réflexif. Rôle superviseur, c'est facilitateur de réflexion. Rôle enseignant, c'est praticien réflexif. Et puis, rôle et objectif principal modèle là, c'est compréhension de l'action. Et puis nous avons recherche-action, modèle recherche-action. Et bien, qui rôle supervisé à la donne, c'est accompagnateur-chercheur. Rôle enseignant, c'est praticien-chercheur. Et puis, rôle objectif principal modèle là, c'est innovation. Nous avons un modèle systémique. Et bien, rôle superviseur, c'est analyste du contexte. Rôle enseignant, c'est acteur du système. Et puis, objectif général que le système est. Que le modèle ça a gagné, c'est amélioration globale. Et le dernier modèle, c'est le modèle éclectique. Eh bien, rôle superviseur, c'est professionnel réflexible ou bien professionnel flexible. Rôle enseignant, c'est partenaire, il joue le partenaire. Et puis, objectif principal modèle là, c'est adaptation au contexte. Maintenant, quel modèle choisir? Quel modèle choisir? Maintenant, en termes de choix de modèle, il n'existe pas un modèle idéal applicable à toutes les situations. Comme dit nous ça. Tout modèle a un avantage ou un inconvénient. Et ces situations qui permettent de connaître quel modèle de supervision pour utiliser. Donc le choix dépend de plusieurs facteurs. Lorsque choisir un modèle de supervision, il y a plusieurs facteurs que vous devez tenir compte de. Le premier facteur, c'est le niveau d'expérience. Débutant, eh bien, c'est accompagnement plus structuré. Si sont débutants, à peine arrivé, c'est accompagnement plus structuré. Ils ont expérimenté, et bien, plus autonomie. Accompagner, mais permettre de créer, permettre d'innover, possibilité. Alors, deuxième bagaille, deuxième facteur pour tenir compte de lui, à part le niveau d'expérience, il y a aussi le type de difficulté. Si vous avez une difficulté technique, eh bien, c'est coaching. Si vous avez une difficulté complexe, c'est supervision clinique pour faire. Si vous avez une difficulté collective, c'est modèle systémique là pour toi. Troisième facteur, c'est le degré d'autonomie. Un enseignant autonome peut bénéficier davantage de l'autosupervision, de la pratique réflexive, de la recherche-action. Donc hier, nous te posé une question qui est liée avec ça. Quand nous avons dit qu'il y a pile professeur qui fait résistance à la supervision, tout ça nous fait, ça pas marcher.
Et bien là, nous avons instauré le modèle SAIO, autosupervision, pratique réflexive, et bien recherche-action. OK? Quatrième facteur que nous devons tenir compte de lui, avant de choisir ce modèle-là, c'est le superviseur doit tenir compte des ressources disponibles, de la taille des classes, de la culture institutionnelle, des priorités de l'école. Maintenant, comment on peut donc appliquer ces modèles dans notre système éducatif? Application au contexte scolaire haïtien. Dans le contexte haïtien, la supervision pédagogique devrait éviter d'être uniquement administrative, punitive, centrée sur la recherche des erreurs. Souple superviseur, futur superviseur, pas faire supervision pour que il comporte administratif poussé, ou faire supervision pour pas punition, ou faire supervision c'est juste pour chercher monde qui pas capable. Non. Dans le contexte haïtien, la supervision pédagogique devrait éviter d'être uniquement administrative, punitive, centrée sur la recherche des erreurs. Elle devrait devenir un véritable outil de développement professionnel. Approche commandée, mais approche commandée. Une combinaison de supervision clinique, pour qui ça? Pour observer et analyser les pratiques. 2. Une approche collaborative, pour qui ça? Pour instaurer la confiance. 3. Une supervision différenciée, pourquoi? Pour tenir compte des besoins. 4. Coaching pédagogique, pourquoi? Pour développer des compétences précises. 5. Pratique réflexive, pour qui ça? Pour renforcer l'autonomie professionnelle. Voilà. Nous avons souhaité nous prendre pour nous lire ça, et parce que nous avons un pile de bagages pour nous apprendre maintenant. Je propose une étude de cas, avec proposition de traitement. Moi, je dis Joseph enseigne en 4e année fondamentale depuis 10 ans. Le directeur observe les difficultés suivantes. Les élèves participent peu. Joseph parle pendant presque toute la séance. Il utilise rarement des activités de groupe. Plusieurs élèves semblent distraits. Après l'observation, Joseph déclare « Je fais de mon mieux, mais mes élèves ne veulent pas travailler. » Question de réflexion. Quel modèle de supervision serait le plus approprié? Le superviseur doit-il donner directement des solutions? Quelles questions réflexives pourrait-il poser? Proposer un plan d'accompagnement. Nous faisons une proposition de solution. Proposition de solution, nous regardons. Eh bien, modèle recommandé, c'est supervision clinique, plus coaching pédagogique, plus approche réflexive. Donc, il y a 3 modèles qui doivent appliquer dans le cas ça. Eh bien, question possible que nous sommes capables de poser, c'est comment évaluez-vous la participation des élèves? À quel moment les élèves semblent-ils le plus engagés? Quelle stratégie utilisez-vous habituellement pour favoriser leur participation? Quelle activité pourriez-vous expérimenter lors de votre prochaine séance? Objectif: augmenter la participation active des élèves. Action: pendant les 2 prochaines semaines, introduire le travail en petits groupes, utiliser davantage des questions ouvertes, observer la participation des élèves. En termes de suivi, une nouvelle observation est réalisée. Voilà. Maintenant, en termes d'activité, moi, je souhaité gagner activité, comme c'est quel modèle choisir. Et bien, concernant, tu as préparé en groupe, si c'était en présentiel. Et bien, chaque groupe reçoit une situation. Et bien, situation 1, un nouvel enseignant ne maîtrise pas la planification des leçons. Situation 2, une enseignante expérimentée souhaite améliorer l'évaluation formative. Situation 3, tous les enseignants d'une école rencontrent des difficultés liées à la discipline. Situation 4. Un enseignant souhaite analyser lui-même ses pratiques. Travail demandé. Mais ça me t'apprend de le faire. Pour chaque situation, identifier les modèles appropriés. Justifier le choix. Proposer une démarche de supervision. Ok, bon, nous n'avons pas de temps pour nous faire discussion sur eux, mais mettez-vous quand même, nous allons réfléchir sur eux. On fait cet module là pour nous poser des questions. Donc, les modules de supervision pédagogique traduisent différentes conceptions de l'accompagnement professionnel.
L'évolution des pratiques montre un déplacement progressif du contrôle vers l'accompagnement, de l'autorité vers la collaboration, de la dépendance vers l'autonomie, du jugement vers la rétroaction constructive, de l'inspection ponctuelle vers le développement professionnel continu. Donc les approches récentes accordent une attention particulière à la réflexivité, au dialogue, à la rétroaction et à l'adaptation de la supervision aux besoins des professionnels. En guise de conclusion, le superviseur pédagogique moderne ne doit pas être uniquement un contrôleur de travail enseignant. Pas souhaité entendre dire ça. Le superviseur pédagogique moderne ne doit pas être uniquement un contrôleur du travail enseignant. Il doit également être un accompagnateur, un facilitateur, un conseiller, un observateur, un animateur de réflexion, un soutien au développement professionnel. La compétence essentielle du superviseur consiste donc à choisir le modèle approprié à la situation. Superviser efficacement, ce n'est pas appliquer toujours la même méthode, c'est savoir adapter son intervention aux personnes, aux besoins et au contexte. Merci de votre attention, merci de votre écoute, merci de votre humilité, merci de m'avoir écouté. Je vous passe le micro pour les questions et les suggestions, mais bien avant, priez de m'accorder 30 secondes pour que je partage les derniers enregistrements. Merci beaucoup.